Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer. En fait, j'ai terminé il y a très longtemps, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Ça fait plus de 6 mois que je dois faire cette vidéo, donc voilà, je vais passer à un nouveau livre. Donc je vous parle de ce livre, en fait, ça s'appelle Secret Défense, le livre noir, que je viens de terminer, je crois 200 et quelques pages. Et il vaut vraiment la peine de le lire si vous vous intéressez aux affaires de l'État, les affaires politiques, de corruption, d'assassinats politiques sur le territoire français, des assassinats commis contre des civils, militaires, dans des bases militaires françaises. Voilà. Tout ça, ça se passe dans ce livre de 40 pages, non, de 40 affaires, pardon, illustrées avec des différents exemples dans différents domaines. Donc, je vais vous parler, par exemple, des affaires politiques, nucléaires, justice, enfin, voilà quoi. Alors, d'abord, on va voir dans le livre c'est quoi le secret défense. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste du secret défense, parce qu'au départ, le livre, je le lisais comme ça par hasard. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce secret défense? Bon, je sais qu'on voit dans les films secret défense et tout ça, mais dans la réalité, ça, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, secret défense, c'est quoi? Donc, c'est une habilitation, ce que j'ai compris, et une classification des documents. C'est deux choses qui sont au secret défense. Donc, l'habilitation vous donne accès aux documents, mais il y a plusieurs classifications dans le secret défense. Donc, c'est pas parce que vous avez une habilitation secret défense que vous pouvez avoir accès à tous les documents. Ça, c'est une chose. Donc, ça vous donne aussi accès à des lieux classés secret défense, voilà quoi. Alors, il faut savoir en fait pourquoi Pascal Jury, c'est le journaliste qui a écrit le livre. Et il faut aussi remercier la maison d'édition Max Milo qui a permis d'éditer ce livre, parce que je me rappelle, j'ai vu des vidéos sur YouTube de l'auteur du livre qui raconte que personne ne l'a accepté de publier ce livre, parce qu'en fait il est vraiment explosif, parce qu'il est vraiment sourcé. C'est une investigation, il a vraiment investi du temps et de l'argent pour faire ce livre, quoi. Donc en fait, Pascal Jury, donc c'est le journaliste, comme je vous ai dit, qui a écrit le livre. Donc il raconte 40 histoires d'abus commis par l'État. Et en fait, dans chaque exemple, il interviewe des avocats, des victimes et des députés qui sont pour ou contre le secret défense. Mais en fait, ce livre, si vous le lisez, moi je l'ai lu 2 fois, tellement il était bien. Si vous le lisez, vous comprenez qu'il y a vraiment des abus, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le secret défense, je crois, si j'ai bien compris, c'est le secrétariat général de la défense nationale, avec un comité de 10 personnes qui décident ce qu'on doit classifier ou pas. Ce que j'ai compris aussi dans le livre, c'est que je crois qu'il y a un militaire ou quelqu'un qui, dans chaque ministère de l'État, habilite les documents au secret défense. Ça, j'ai compris. Et l'abus, c'est quoi l'abus en fait? Parce qu'il faut du secret défense, c'est clair, l'État il a besoin de secret défense, mais le problème c'est les abus. Vous avez des partis politiques qui gouvernent notre pays, et ces partis, il y a de la corruption, il y a des magouilles, il y a de l'ingérence étrangère, et donc en fait, dans ces abus qui sont illustrés dans le livre, on voit qu'en fait c'est plus des magouilles que de l'intérêt de l'État, quoi. Et en fait, il y a des abus, par exemple, il y a des assassinats politiques. Quand vous allez lire le livre, on va vous donner des exemples d'un politicien qui était assassiné. On voit bien qu'on est à l'époque corse avec la mafia, les ministères, Charles Pasqua, tout ça, et on voit qu'il y a des mensonges, parce qu'en fait, comme je dis, il y a des abus. Donc, on a aussi l'affaire Karachi, où il y a des rétrocommissions, du back-to-back. Et ce sont toujours des partis politiques qui gouvernent et qui font de l'habilitation défense par excès pour protéger leurs arrières, pour protéger leurs petits copains, pour protéger les partis politiques, parce qu'il y a de la corruption dans les partis politiques sous forme de marché public, sous forme de transactions de vente d'armes, donc ils se protègent. Alors vous allez me dire, d'accord, par exemple, PS, il était là au gouvernement, et puis il y a le LR, voilà quoi, c'est toujours les mêmes qui sont là. Ben oui, ils se protègent les uns les autres parce qu'ils sont tous complices des abus du secret défense. Et en fait, il y a des abus, d'accord, mais la loi le permet. Et ce qu'il faudrait, c'est contrebalancer et plus avoir 10 personnes nommées par les politiques qui décident, voilà, demain on va faire le secret défense parce que un train n'est pas aux normes, voilà, il y a des exemples, voilà quoi. Donc, je vais vous mettre un lien en dessous de la description de la vidéo où vous pouvez voir l'auteur du livre vous expliquer mieux que moi, quoi. Alors moi, je vais maintenant vous parler des affaires qui m'ont vraiment
comment dire, qui m'ont étonné, dont j'avais pas connaissance. Hein. Donc, ce livre est réservé pour les néophytes comme moi, ou bien pour les professionnels, hein, ou les politiciens, ou voilà, quoi, qui veulent comprendre de quoi il en ressort. Il faut savoir aussi que l'abus du secret défense et des habitations, c'est une entrave à la justice, à la vérité judiciaire, parce que des juges, des policiers ne peuvent pas prendre connaissance et investiguer pour traduire les coupables. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire hein, parce que j'ai mis quelques trucs là dans mon bazar. Là. Alors, il faut savoir aussi que la raison d'État, c'est un concept, pour moi, qui est un peu flou. Qu'est-ce qu'est la raison d'État? Est-ce que c'est légitime ou pas? En tout cas, c'est antidémocratique, ce que j'ai compris aussi, parce que c'est 10 personnes qui vont décider pour le pays. C'est pas nos députés, c'est pas le Parlement. Lui, il n'a aucun droit au chapitre. Il faut savoir aussi que l'armée, dans certains dossiers, manipule, détruit des preuves, des scènes de crime, déplace des corps du personnel civil qui sont assassinés. Je vais vous raconter les histoires. Donc il y a beaucoup de magouilles. Hein. Donc si vous voulez lire ce livre, il est très 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 instructif au niveau des faits qui sont couverts sous l'abus de secret défense. Donc on va illustrer le premier exemple que je vais vous raconter. Si vous restez avec moi, je vais vous raconter des histoires, vous allez voir. Des histoires que vous verrez jamais dans les journaux. Ouais, ça me fait rire parce que c'est vraiment incroyable. J'ai commencé parce que c'est vraiment instructif. C'est l'anatomie de secret ferroviaire. Il est question de train et d'habilitation secret défense. Donc on veut cacher aux citoyens la vérité sur les malfaçons, des problèmes avec les trains qui circulent sur les voies. Alors, le secret défense est en général présenté comme un moyen efficace de supprimer un risque. Par exemple, en masquant certaines informations stratégiques, l'État évite d'indiquer à un ennemi potentiel ou un allié malveillant ou appuyé pour commettre des dégâts colossaux. Néanmoins, il arrive que le secret estampillé ou non défense soit utilisé pour dissimuler des risques. Voyons comment le secret non-défense peut diablement ressembler à du secret défense et tâchons de comprendre en quoi cela éclaire notre enquête. Pour cela, revenons en 2014. Pour réagir aux risques ferroviaires traduits par des accidents mortels comme celui du Paris-Limoges à Brétigny-Sorge, la SNCF engage le général Frédéric Castet, jusqu'alors responsable de la sécurité nucléaire auprès du chef d'état-major des armées, comme super-inspecteur de la sécurité. Manière de souligner la gravité de la situation dans un pays où, en cas de complications, un étrange réflexe pousse à voir un sauveur en l'armée. En 2015, rebolote. Après l'accident d'un TGV, décès ayant causé 11 morts, Jacques Rapoport, président de la SNCF Réseau, promet de remettre de la rigueur à tous les étages. Or, en dépit de la volonté affichée par Guillaume Pépi, président de l'entreprise à l'époque, il semble que la transparence affichée se soit accompagnée d'un penchant pour l'obscurité, peut-être attisé par l'expérience nucléaire du super-inspecteur Christian Vigourou, premier adjoint à la section sociale du Conseil d'État qui, le 5 mars 2018, lâche le morceau lors d'un colloque sur le secret défense qui se tenait au centre Panthéon de la Sorbonne. Il explique qu'un hebdomadaire aurait voulu se procurer un rapport de sécurité de la SNCF. Bien entendu, c'est impossible. Il fallait éviter les effets de panique. Pas question de décrire tous les points faibles de la sécurité de nos trains. Moi, j'ai vu le vrai fichier. Et je peux vous dire que je n'ai plus pris de train pendant un moment. Vous imaginez? Même lui ne prend plus le train. La confidence laissée aux quelques auditeurs du colloque s'est confirmée aux yeux de tous en août 2019 quand le Parisien a révélé la persistance des problèmes de maintenance ayant conduit à des accidents comme celui de Brétigny. En cause, un rapport de l'établissement public de sécurité ferroviaire qui cataloguait une liste impressionnante de sources possibles d'accidents et pointait le manque de suivi de la société ferroviaire. Ainsi, un an après qu'un problème électrique a été constaté sur un passage à niveau, aucune mesure n'avait été prise, alors même que les passages à niveau sont des lieux extrêmement accidentogènes dans l'Hexagone. Commentaire de l'entreprise. Ce rapport est confidentiel et n'a pas vocation à être rendu public. Fin de l'histoire officielle. Jugera-t-on qu'il s'agit là de plus de secret industriel que de secret défense? Sur ce point, cela semble en partie exact. Et c'est précisément l'intérêt de cet exemple, nous semble-t-il. Dans un premier temps, admettons que le cas que nous venons de citer ne ressortit pas au secret défense au sens strict. Toutefois, 3 éléments donnent à ce secret des allures de secret défense. La nature étatique de la SNCF, l'importance stratégique du trafic, environ 15 000 trains et 5 millions de voyageurs passagers quotidiens.
la nomination d'un général spécialisé dans la sécurité nucléaire comme super inspecteur. À ces 3 points communs, l'on pourrait presque en ajouter un 4e. L'exemple que nous avons cité est celui d'une dissimulation visant à masquer la réalité d'un risque encouru pour chaque citoyen. Or, une telle caractéristique se trouve fréquemment dans le cas litigieux qui affleure à la surface de la mare sombre du secteur secret défense. Il est donc intéressant de noter que le secret défense est en mesure de s'appuyer sur d'autres secrets qui, sans être officiels que lui, n'en participent pas moins d'une même culture de l'opacité censée imposer au nom de la raison d'État. Dans un second temps, posons-nous la question, en quoi est-il intéressant de constater que les cachotteries de la SNCF sur la sûreté de son réseau relèvent presque du secret défense sans en être? En cela qu'une telle pratique confirme l'idée que le secret défense est plus un spectre qu'une réalité binaire. Par-delà l'appellation officielle correspondant à une classification étatique, d'autres formes proches de la classification absolue cultivent à l'échelle nationale le germe du mensonge par dissimulation, parfois pour céder des informations méritant réellement la confidentialité, parfois pour cacher aux citoyens des vérités inquiétantes ou scandaleuses telles que l'état du réseau qu'il emprunte chaque jour sans avoir conscience du péril. Voilà, pour cet exemple. Bon, on continue, mais je vais vous raconter une autre histoire, vous allez voir. On va commencer avec des petites histoires et puis vous allez voir que les assistants politiques. Donc, ici nous allons parler d'anatomie de secret aérien. Alors, le secret défense aérien ne frappe pas qu'en France apparemment, mais il frappe aussi dans l'Hexagone. Pour illustrer ce point, voici l'histoire d'un avion qui s'écrase en mer. Simple, commune, triste histoire de crash. Point d'exclamation. Le secret défense pimente cette apparente banalité en obligeant les citoyens de bonne volonté à se demander pourquoi l'État refuse la vérité soit faite. Parce qu'il y a des abus, quoi. Voilà, tout simplement. Avant de proposer des pistes de réponse, nous avons choisi pour ce chapitre de faire vivre le secret défense en montrant comment ce que nous avons évoqué jusqu'à là est en réalité un virus qui ne meurt jamais et suscite des variants qu'aucun vaccin n'éradiquerait jamais. En clair, dans les pages qui suivent, nous allons voir comment le kaléidoscopique secret défense se constitue, se sédimente et tâche de protéger une probable faute de l'armée, une pécadille qui a tué près de 100 citoyens. Alors c'est d'histoire vraie que je vous raconte. On continue. Pour cela, nous avons fait appel à l'un des plus fins connaisseurs du secret défense. Mémoire vivante d'un grand scandale d'État, en l'espèce le crash d'une caravelle à Antibes. Max Clanet est aussi l'un de ceux qui a le plus lutté contre les chapes de plomb, les tirs de barrage et l'inventivité de multiples administrations pour faire croître et pérenniser le secret défense. Tout commence le 11 septembre 1968 à 10h33. L'avion d'Air France qui assure la liaison commerciale entre Ajaccio et Nice disparaît brutalement en mer, au large du cap d'Antibes. Alors qu'il amorçait sa descente, bilan 95 morts. 95 morts, pas de survivants. Aujourd'hui, le mystère futile en lambeaux demeure entretenu par l'inusable secret défense dont Max Clanet nous dévoile le mécanisme. Officiellement, le vol 16-11 a été victime d'un incendie d'origine indéterminée à l'arrière de l'appareil qui s'est propagé jusqu'à entraîner la perte de contrôle. Donc là, on est sous forme d'interview et donc Max Clanet répond que pas moins de 2 raisons. D'une part, l'hypothèse est peu convaincante. D'une part, la Marine nationale a suivi l'affaire et c'est toujours très point, si ce n'est qu'un accident. Pourquoi l'armée s'investit? En fait, c'est une bavure de l'armée, quoi. Ils ont abattu l'avion, tout simplement. Donc pour cette histoire, je ne vais pas vous raconter parce qu'il faut garder le mystère. Donc c'est en lisant ce livre que moi j'ai lu. Voilà, quoi. Donc je vous le dis en gros, il y a des magouilles dans cette histoire, quoi. Voilà, on passe au suivant. Alors, dans ce nouveau chapitre, on parle de secret judiciaire sous le sceau de l'habilitation secret défense. Alors, l'auteur, donc, il raconte une nouvelle histoire, je vais vous raconter. Le secret défense est raide comme la justice, mais c'est peut-être la seule caractéristique qu'il partage avec cette noble idée. En effet, le concept de juste ou de justice l'indiffère. Bien qu'il ne revendique sa friabilité avec une touchante humilité, il est menacé par la déclassification et les fuites. Le secret défense est solide comme un roc, comme un cap, voire comme une péninsule. Pour ses défenseurs, il a ceci de merveilleux qu'après avoir été décourageant, il a des ressources susceptibles de désamorcer les velléités les plus tenaces, parmi lesquelles l'existence de recours ad libitum, la diffraction de délais formidables et la certitude que d'autres barrières telles que, parmi d'autres, le code du patrimoine, la disparition inexpliquée des documents et la destruction malencontreuse de scellés prendront les relais si nécessaire. En gros, c'est beau qu'est-ce qu'il vient d'écrire, mais en gros, il dit que
il y a des gens qui, sous le sceau du secret défense, manipulent la justice, détruisent des documents, déplacent des documents. Enfin, c'est comme la mafia, quoi. En cela, le secret défense a ceci d'intrinsèquement puissant que même quand son objectif, protéger l'État et des plus hauts dignitaires, est raté, nul n'en subit les conséquences. Il n'y a pas de justice avec le secret défense, il n'y a que le secret défense. Paradoxalement, c'est l'histoire d'un juge hors norme qui le décrit le mieux. La veuve de Bernard Borel décrit ainsi celui qui est sorti major de la promotion de l'École nationale de magistrature en 1980. En février 1994, Bernard est procureur de la République à Lisieux quand il décide de devenir magistrat coopérant. Il est détaché auprès du ministère des Affaires étrangères comme chef de projet de coopération auprès du ministre de la Justice et des Affaires musulmanes à Djibouti. Alors à Djibouti, c'est une dictature, hein, parce que j'avais déjà raconté des livres, qu'est-ce qui se passe, c'est un dictateur qui est là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il va rester là comme une momie, hein, il n'y a pas d'opposition politique là-bas, tout le monde meurt et disparaît. Comme par enchantement, on ne sait pas c'est qui, quoi. Donc cette histoire, c'est ça quoi en fait. Nous débarquons en avril, début avril. Officiellement, c'est un petit État devenu indépendant. En réalité, c'est la plaque tournante de tous les trafics. Sur place, le magistrat ne ménage pas sa peine. Pendant 1 an et demi, il affronte les sujets les plus délicats, de la réforme des lois, de la pénalisation de l'excision, en passant par l'abolition de la peine de mort. La nuit du 19 octobre 1995, son corps est retrouvé brûlé à 90 km de Djibouti, au pied d'une falaise quasi inaccessible. Aussitôt, la thèse du suicide est privilégiée afin d'étouffer les autres hypothèses, fussent-elles plus vraisemblables. Bernard Borel est enterré 8 jours après sa mort sans qu'une autopsie soit ordonnée. C'est vraiment bizarre. Il faut attendre 2007 pour que la piste criminelle démontrée par Elisabeth Borel, donc c'est la femme de la victime du juge quoi, qui est détachée à Djibouti, démontrée par Elisabeth Borel dans le livre qu'elle a co-signé avec Bernard Nicolas, s'impose à la justice française le 26 juin 2017 pour que les yeux des enquêteurs se dissipent et les oblige à admettre la probabilité d'un assassinat. Évidemment que c'est un assassinat, mais l'État, notre État, à l'époque, il faut voir qui était au parti, quel parti gouvernait, cache la vérité, parce que comme c'est un dictateur, sûrement, il paye certains politiciens, quoi. Il paye nos politiciens, je veux dire. Donc c'est un assassinat, c'est clair. N'importe qui aurait vu que c'est un assassinat, mais sauf l'État. Donc pour cacher la vérité, on va faire le secret défense. C'est comme au Monopoly, hein. Vous avez la carte sortie de prison. C'est comme ça que ça marche. Évoqué dans le dossier d'instruction 14 ans plus tôt, le 16 mars 1991, les juges du tribunal judiciaire de Paris ont reconnu l'État coupable de fautes graves pour les dysfonctionnements des services publics de justice. Deux motifs appuient le jugement. Écoutez bien. Le premier est l'absence d'autopsie, alors que le tribunal de Toulon avait été saisi par la famille. Cet acte n'a été réalisé que 15 février 1996, soit un laps de temps empêchant de déterminer avec précision et certitude les causes de la mort. Le second greffe est la destruction de scellés, opérée le 14 décembre 2014. La raison de cette destruction, une bête confusion. Donc vous voyez, c'est des gens qui travaillent pour le gouvernement, pour le parti politique plutôt. On ne va pas dire que c'est l'État, parce qu'ils ne protègent pas l'État, ils protègent des magouilles, quoi. Une bête confusion. Le dossier Borel a été pris par un autre, dans lequel un non-lieu avait été prononcé et nombre de pièces de dossier ont été jetées. Adieu le briquet saisi sur place, adieu le short, adieu la sandale, adieu, en somme, l'espoir de trouver des pistes grâce à des analyses d'ADN. La famille et son conseil maître Olivier Maurice ne croient pas qu'il s'agisse d'une simple faute et donc a déposé plainte au pénal pour faire la lumière sur une affaire où se mêlent des pressions politiques et secret défense. Il faut savoir qu'en fait dans les livres, il y a beaucoup d'exemples, on raconte des abus, hein, des gens qui travaillent pour des politiciens ou pour le parti politique ou pour l'armée, magouillent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ils détruisent des preuves, ils déplacent des preuves, et puis ils manipulent la justice, et puis la justice parfois les complice aussi en disant que il y a quelqu'un qui a déplacé le dossier, il a été trompé, des pièces qui ont disparu malencontreusement, quoi. Donc en fait, quand il y a une habilitation secret défense, il y a souvent des abus, quoi. Parce qu'on voit, c'est une constante comme en mathématiques, quoi, en fait. Alors je continue parce que vraiment, cette histoire, elle est bien. En effet, derrière les manipulations malheureuses de cadavres et de scellés se cache une lutte permanente contre le secret défense. Celui-ci passe aussi bien par la classification de nombreux documents et le refus de déclassifier que par la rétention d'informations pour suivre, parfois suivi d'effets spectaculaires. Ainsi, pour avoir cité maître Olivier Maurice qui dénonçait l'étendue de la connivence qui existe entre le procureur de Djibouti et les magistrats français,
Le Monde a été condamné en 2002 puis 2009 à la demande des juges pour diffamation et complicité de diffamation. Vous imaginez? Il y a des connivences entre les juges et le dictateur là, du Djibouti. Là. En 2015, l'avocat, condamné lui aussi, obtient la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme au motif que l'avocat doit pouvoir attirer l'attention sur d'éventuels dysfonctionnements judiciaires, l'autorité judiciaire pouvant tirer un bénéfice d'une critique constructive. Le 24 mai 2020, la Cour d'appel de Paris a alors accusé tous les condamnés au nom de la liberté d'expression. En fait, l'avocat de la victime, de la femme du juge qui a été assassiné, il dénonçait tous ces magouilles, elle a été condamnée par la justice, vous imaginez? Le monde à l'envers, quoi. Comme commentaire prudent de Jean-Baptiste Jacquin, entre secret défense et intérêt diplomatique, entre Paris et Djibouti, la justice française n'a pas été aidée. Dans le livre qu'elle a coécrit avec Bernard Nicolas, la veuve et magistrate, c'est une magistrate aussi apparemment, accusait l'État d'avoir protégé un régime politique totalitaire. Comme je dis, c'est une dictature. Il faut dire les choses comme ça, quoi. Une dictature où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, quoi. D'avoir poussé le sidisme jusqu'à soutenir ce régime et de rassurer quand il faisait pression sur notre justice, d'avoir escamoté des enquêtes sur des attentats terroristes visant la France et ses ressortissants et d'avoir mis en danger de mort ceux qui ont été envoyés là-bas après ces attentats impunis. 10 ans plus tard, en écho, Elisabeth Borrell nous confie « L'instruction criminelle ouverte sur notre plainte se confronte en permanence au secret défense. C'est insupportable. Il n'y a pas d'état de droit quand le secret a pour seule fonction d'empêcher l'avènement de la vérité. Le secret défense ne devrait jamais être invoqué pour empêcher la justice de rechercher les assassins d'un magistrat. Nous n'aurons donc de cesse de réclamer que le secret soit enfin levé. » Je pense que, en gros, ce magistrat a pris connaissance d'éléments judiciaires, politico-financières, corruption, magouille ou vente d'armes, quoi. Parce qu'il était magistrat, il y a sûrement eu des connexions avec des autres magistrats de Djibouti, il y en a sûrement qui ont livré des informations confidentielles, ils l'ont éliminé, ça peut être que ça, quoi. Donc vous voyez, donc, quand l'État met l'habilitation secret défense sur des faits divers, c'est qu'il y a des magouilles, en gros, quoi. C'est qu'il veut cacher la vérité, et voilà, quoi, c'est ce qui se passe, quoi. Donc on a des victimes qui n'obtiennent pas réparation, pas de justice, pas de vérité judiciaire, et parfois il y a des juges qui sont de connivence. Mais il y a des juges d'instruction, pas tous, il y a des juges d'instruction qui essaient de faire leur travail, comme Marc Trévédic, certains juges, d'autres, je ne connais pas les noms, mais voilà, quoi. Donc je vais vous raconter la prochaine histoire aussi. Alors, dans cette prochaine affaire, il est question d'anatomie de secret ministériel. Alors, je vous raconte donc un extrait du livre. Voici une affaire qui n'affronte pas le secret défense, ou presque. Disons qu'elle tourne autour de ce qui lui rend bien. Sa spécificité par rapport aux autres cas nous rappelait que, comme les humains modernes, paraît-il, le secret défense n'est pas binaire, mais spectral. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'y a pas d'un côté ce qui est secret, de l'autre ce qu'il est possible de divulguer au plouc que nous sommes. Entre les deux existe une zone grise, et c'est cette zone que le Ballard Gate permet d'évoquer. Pour que cette zone grise apparaisse, il faut qu'il y ait du secret défense à la base. Sur ce point, nous sommes gâtés. La construction d'un nouveau ministère de la Défense, pompeusement surnommé le Pentagone français, n'est évidemment pas chiche en secret. Le 5 novembre 2015, Philippe Grill et Claire Ceccaglini pointaient ainsi le fait que même ces architectes ne connaissent pas ces secrets. À l'inverse, donc aux Échos, Alain Tixier s'émouvait en découvrant que depuis 2017, la piscine secret défense de Paris est ouverte à tous, ou presque. Même si la piscine n'a évidemment rien de secret, la proximité du bureau de l'armée française et de son ministère peut faire frissonner des nageurs imaginatifs. Quand le Ballargone, maintenant, contrairement à de Ballard, quartier parisien où est implanté le ministère et le Pentagone, devient un Ballargate, il est évident que le secret défense a irradié un grand nombre de dossiers connexes. Pour preuve, le Ballargate est une histoire de lampiste. C'est un classique du secret défense auquel il est sain de consacrer un chapitre entier. En effet, souvent le secret défense vise à masquer l'intégralité des responsabilités. Dès lors, il fonctionne d'autant mieux qu'il est associé à un leurre. Un leurre peut être suscité par plusieurs astuces. Par exemple, il peut consister dans l'annonce d'une fausse piste présentée comme sûre par des personnes ayant autorité. Nous l'avons vu avec l'astuce de la fiction. Il peut aussi passer par la dénonciation, à terme la condamnation d'un acteur secondaire, chargé d'endosser toute la responsabilité d'un scandale et d'en payer les pots cassés. Croyez-vous qu'il soit impossible de prétendre qu'un modeste capitaine au sein du ministère de la Défense a trafiqué seul un marché
obsédé par le secret défense estimé à 4 milliards d'euros. La suite de ce chapitre prouve que penser cela, c'est aussi rationnel que cela semble, c'est sous-estimer la puissance du secret défense. Le 27 janvier 2020 s'est ouvert le procès du Ballargate, terme forgé pour dénoncer l'attribution à Bouygues en 2011 d'un marché de la construction du ministère de la Défense dans le quartier Ballard. Pour Libération, Renaud Lecadre synthétise l'enjeu en soulignant le hiatus entre un dossier énorme que les accusés vouent apporter un chapeau à l'évidence trop grand pour eux. Ne comparaîtront que les petites mains. Pas le moindre dirigeant du groupe BTP ou de haut gradé militaire en dépit des multiples soupçons détectés durant l'enquête pénale. Le Ballargate commence en septembre 2010 par une lettre anonyme. Elle met en cause Karim Aïssa, ancien de Bouygues et de SPI Batignolles, désormais apporteur d'affaires. Donc c'est une personne qui est chargée de fournir des informations. Non, c'est pas ça. Donc, personne chargée de fournir des informations confidentielles sur des marchés en cours. Contre 80 000 euros, le capitaine Fabrice Couder remet à Karim Aïssa les éléments présidents à l'attribution du Pentagone à la française. Il n'y a pas forcément de mal à se hausser du col. Il s'adresse à un cadre du Bouygues, prénommé Thierry, qui officiellement décline et informe sa hiérarchie, laquelle se garde de dénoncer les faits au ministère de la Défense. Nous ne croyons pas un instant que les preuves juridiques d'une collusion entre Bouygues et des éléments haut placés du ministère de la Défense n'aient pu être réunies. La justice a saisi des rapports attestant que Bouygues savait être classé derrière Vinci et Eiffage avant de baisser son prix de 100 millions d'euros pour finir en tête. Ne croyons pas non plus que la direction de cette ô combien honorable entreprise a fait pression sur son employé, dont le patronyme est si précieusement caché, pour qu'il ravale sa supposée éthique et poursuive son dialogue avec Karim Aïssa. Donc Bouygues, entreprise de construction de téléphonie, sait que son employé là, dont est le nom, avec un autre, avec Karim Aïssa, sont en train de magouiller pour obtenir le marché public. Un non-lieu attestera qu'il n'a pas été possible d'établir un lien entre les informations détenues par Karim Aïssa et les améliorations apportées par Bouygues dans son offre finale. Karim Aïssa, jugé pour recel de favoritisme et corruption active, récoltera une petite amende de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le militaire, lui, repartira avec, dans ses impedimenta, une condamnation à 3 ans de prison avec sursis. Le moins important pour jauger la gravité de la condamnation est sans doute les 2 derniers. Ce qui peut être le plus fascinant est la pérennité de l'attribution choquante d'un projet contestable. Lancé sous la présidence du vibronnant Nicolas Sarkozy, il était clair et définitif que si la gauche passait, il serait abandonné. La gauche est passée, le projet n'a pas été abandonné. Le 5 novembre 2015, François Hollande, président socialiste, a inauguré très fier de lui le bâtiment dans le 15e arrondissement de Paris, est censé être à la fois écolo. Il est surnommé de la plus vaste toiture voltaïque de la capitale, une toiture qui rappelle une voilure d'un avion furtif, selon le constructeur. Et aussi costaud qu'un coq bien de chez nous. Ces murs bétonnés sont conçus pour résister à un éventuel tir de missile. L'ensemble a été confié par la très recommandable... j'ai pas compris là. L'ensemble a été confié par le très recommandable François Fillon à un consortium d'entreprises mené par Bouygues, SSN, Thales, Dalkia et Sodexo pour environ 4 milliards d'euros sur 27 ans. Nous n'y avons pas eu accès, mais l'endroit peut être magnifique puisque dans cet univers secret, les 330 000 m² selon Le Monde et 420 000 m² selon Bouygues, sans doute en incluant la Corne ou je sais pas, j'ai rien compris cette histoire. On évoque des prises de courant facturées 5... Alors, pour les magouilles, donc dans ce document, on évoque des prises de courant facturées 5 000 euros. Un œilleton évalué à 2 000 euros et des cloisons à 10 000 euros, ce qui n'empêche pas de repoussant Roland d'égout. Impossible de savoir si ces rumeurs sont fondées, ni ce qui peut justifier de telles pratiques, car comme ils sont contactés, les prestataires envoient sur le ministère de la Défense qui ne peut pas répondre, secret défense oblige. Donc ils ont surfacturé, Bouygues et compagnie. Ce chapitre n'est donc pas un chapitre que sur le secret défense, et pourtant il ne parle pas que de ça.
c'est-à-dire que la capacité des enjeux de la défense à ne jamais se soumettre au droit commun, soit en opposant au secret défense, soit en admettant que la construction d'un bâtiment à 4 milliards d'euros est assurée par une entreprise qui a bénéficié d'informations de militaires subvertissant le secret défense et faussant le jeu des marchés publics. Voilà peut-être une spécificité française. En un sens, par solidarité avec nos voisins, on aimerait l'espérer. En conclusion, le monde ose la formule qui tue. Le verbe est choisi à dessein. Bien que l'on espère qu'elle est ironique, le déménagement conçu comme une opération militaire s'est déroulé sans heurts majeurs sur l'essentiel. Les guerres françaises n'ont pas été interrompues, un esprit d'antimilitariste concluait que le déshonneur est sauf. Comme promis, par le titre saugrenu de ce chapitre, dans les pages suivantes, nous allons raconter comment, au nom du secret défense, les espions français essayent de cacher les informations de mise à disposition du public par l'État lui-même. Ce serait notre deuxième paradoxe. Le 4 mars 2013, la Direction centrale du renseignement, la DCRI, qui est l'ancêtre de la DGSI, contacte le Wikimedia Foundation. Motif, un article sur la station RZ militaire de Pierre-sur-Haute, accusé de contenir des informations classifiées protégées par l'article 413-10 du Code pénal. Celui-ci s'inscrit dans la section sur les atteintes du secret, titre réservé prévu par j'en passe des blabla, quoi. C'est des trucs du droit, quoi. Alors, je continue. Donc, c'est dire si l'affaire semble grave. La peine encourue est à la hauteur de 7 ans de prison, d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour avoir porté à la connaissance du public un procédé d'objet, document, information, réseau informatique, tatati, tatata. En fait, il y a quelqu'un l'État a publié une photo. Enfin, non, il y a eu un reportage dans le journal de cet endroit où il y a des antennes paraboles satellitaires, quoi, pour écouter. Et donc, c'est passé dans le journal et il y a quelqu'un qui a fait des photos de ce reportage et il l'a publié dans le Wikipedia Foundation. Et en fait, la DCRI fait pression sur un citoyen français qui a le pouvoir de modifier et de supprimer l'article, sous le sceau de la menace. Donc, on continue. La Fondation s'étonne car l'article se fonde essentiellement sur la présentation vidéo, alors accessible à tous, du major Pierre-Jean Sac qui s'entretient avec le journaliste Jean-Paul-Émile Liogé, puis lui fait visiter les installations de la base militaire de Chalmalzel. Yves Faure, directeur de la chaîne de télévision Loire 7, qui a diffusé son reportage, s'en amusait presque, alors que l'affaire prenait de l'ampleur. Nous nous attendons à recevoir une demande de retrait car notre reportage contient certainement plus d'informations sensibles que l'article de Wikipédia. Et en effet, quelques temps après, par prudence et sur ordre de l'État, ce reportage disparaît. De son côté, Wikipédia choisit de repousser la demande de la DCRI. Les agents de renseignement décident donc d'impressionner Rémi Matisse, conservateur à la Bibliothèque nationale de France et administrateur bénévole du site français. Puisqu'il a les codes lui permettant de supprimer la fiche, il le sommet de le faire disparaître. En vain. En conséquence, le bénévole est convoqué le 4 avril dans les locaux de la DCRI. DCRI, c'est contre-espionnage, DGSI, quoi, actuellement, quoi. Les sbroufs et la menace finissent par fonctionner. La page est supprimée et la fondation se fond d'un communiqué étonné est devenue inaccessible dans lequel elle s'attriste, selon son terme, de découvrir que la DCRI pense que la tactique qu'il emploie au nom de la sécurité nationale peut être acceptable d'un point de vue juridique ou moral. Évidemment, le ministère de l'Intérieur conteste cette présentation jugée normale. L'engagement d'une procédure judiciaire dès lors qu'un article évoquait l'organisation de la composante nucléaire de la défense nationale, un bug dans l'article du Monde montre à sa façon la détermination de la justice à ne pas laisser ce crime sans suite. Selon la version du ministère de l'Intérieur, à la demande du parquet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, cette personne, après un refus initial de retirer l'article, à la demande du parquet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dont elle pourrait être l'objet, à la demande du parquet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, blablabla. Par chance, les internautes, eux aussi, sont décidés. À peine la page a-t-elle disparu qu'un autre membre de la communauté la republie. C'est le début d'une success story qui ne se dément pas. L'article ne tarde pas à devenir la rubrique la plus consultée de Wikipédia France, favorisant ainsi la diffusion d'informations censées être ultra confidentielles que la DCRI avait eu la lubie de vouloir sceller a posteriori. Pour ceux qui ne parlent pas couramment le latin, traduisons trop tard. Ainsi, l'espionnage français apprend-il le danger de l'effet stressant, du nom de la chanteuse qui en 2003 avait voulu empêcher la diffusion de photographies de sa propriété, entraînant une vaste curiosité pour ce domaine qui jusqu'à là indiffère totalement l'opinion.
Sauf que les autochtones, intrigués par ce site aussi visible qu'inaccessible, ceux qui nous suivent depuis le début le savent bien. Wikipédia rappelle qu'un autre nom avait été proposé par Benjamin Bayard, l'effet Flamby, du nom de cette espèce de flan qui, libéré de son pot, dégouline et se répand. Moins glamour, certes, mais pas moins parlant. Alors, faut-il retenir de cette affaire que parfois le secret défense doit repartir la queue entre les jambes? Comme de coutume, il est hélas nécessaire de se méfier d'un optimisme aussi rayonnant. On peut certes pointer que cette défaite témoignait d'une mauvaise intelligence du fonctionnement d'Internet par le renseignement français, ce qui en 2003 n'était ni déjà glorieux ni encourageant pour la sûreté nationale. Toutefois, on peut aussi souligner que l'échec de la décennie est partiel, voire trompeur, pour 3 raisons. Il est anodin, il semblerait que peu de secrets soient dévoilés par Wikipédia. Il est menaçant, il peut inciter Wikipédia à y réfléchir à 2 fois avant de publier des notices pouvant être considérées comme sensibles. Il est inquiétant, il témoigne au mieux de l'incompétence sporadique des services de secret, ou au pire de leur conscience de pouvoir chercher à toute impunité à impressionner les différentes informations. Voilà pour l'exemple, pour celui-là. On va parler d'un autre. Alors, André Rigaud, dans cette affaire. Alors, je vous explique en bref résumé, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça renvoie à une autre affaire de Karachi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est des retrocommissions de vente d'armes de sous-marins au Pakistan. Il y a eu des assassinats de militaires à l'étranger, des suicidés en France, des assassinés. Il y a un civil qui a été assassiné, un ingénieur qui s'appelle André Rigaud. C'est une victime, hein. Et son successeur ou prédécesseur, lui aussi, il a été assassiné apparemment. La scène de crime a été maquillée par les militaires dans une caserne militaire, une base navale. C'est un civil, un ingénieur qui est spécialisé dans les moteurs de sous-marins. Et ces sous-marins, ils ont un lien avec le Pakistan, quoi. Je pense qu'ils ont été construits en France ou livrés là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous raconte l'histoire, quoi. Anatomie de secret interne. À ce stade du livre, nous sommes devenus assez intimes avec le secret pour nous intéresser à ses entrailles. En effet, le secret défense s'applique en première intention à ce qui se passe dans les casernes ou entre militaires. Il s'agit pas tant de laver le linge sale en famille que de faire disparaître les habits souillés. Donc c'est une caserne militaire en France avec des militaires français. Ils ont déplacé le corps ils ont maquillé la scène, ils ont déplacé le corps d'une personne qui a été assassinée pour avoir fait son travail. Ce qui se passe dans une enceinte militaire, surtout ce qui se passe de grave, devrait rester dans l'enceinte. Nous allons voir comment s'applique le secret, dans quelles circonstances on l'invoque, quel adjuvant il peut trouver pour se substituer à lui quand il menace de se fissurer, et quel masque il est à même de porter pour ne pas être assimilé à du secret défense. Ainsi, à travers 4 cas et demi, illustrons 3 constats que nous avons faits dans les pages précédentes. Le secret défense ne s'appelle pas toujours secret défense. Il n'est pas toujours binaire. Il peut s'appuyer sur des méthodes complémentaires à la classification, celle-ci étant un moyen parmi d'autres pour que ne filtre aucune information susceptible de porter atteinte à l'honorabilité de l'institution militaire. Le premier cas de figure peut être décrit comme un secret défense classique visant à protéger franchement l'institution. C'est le cas en janvier 1998 quand André Rigaud, ingénieur à la direction de construction navale et spécialiste des sous-marins, est retrouvé assassiné au bas d'une passerelle, une corde de chambre autour du cou. Toutefois, le secret n'apparaît pas de suite. Il fleurit quand fleurissent les doutes. Les familles du défunt affirment que rien dans sa vie privée, comme dans sa vie professionnelle, ne peut expliquer ce pseudo-suicide. Dubitatif, le juge d'instruction nantais chargé de l'affaire fouille partout. Alors, l'avocat, selon maître Emmanuel Ludo, avocat de la famille, lorsqu'il est interrogé par Jacques Monin sur France Inter le 19 novembre 2016. Une maîtresse, des problèmes d'argent? Non, rien. Comptes normaux, vie privée stable. En revanche, plusieurs indices peinent à coller avec la version officielle. C'est la version des militaires ou de l'État, de ceux qui prétendent qu'il s'est suicidé. En fait, c'est faux. D'abord, quelques demi-heures avant sa mort, il a acheté des tickets de cantine pour plusieurs jours. Détail trivial, soit, mais peu compatible avec un projet de suicide, à moins de soupçonner une irrésistible pulsion subite. Ensuite, André Rigaud a laissé un mot ambigu qui laisse entendre que s'il lui arrive malheur, c'est qu'il est dépositaire de dangereuses bribes de vérité. En fait, c'est un ingénieur de construction moteur. Souvent, il avait accès aux informations du moteur, c'est son domaine. Donc, il a sûrement pris connaissance que le moteur il y avait des défauts à court terme, à long terme, ou bien qu'il y avait sûrement des magouilles, ou quelqu'un lui a dit des choses
pas très nette sur les sous-marins qu'ils allaient livrer au Pakistan. Et donc il fallait l'éliminer, l'assassiner, maquiller les preuves, déplacer son corps, porter des fausses accusations qu'il a voulu se suicider alors qu'il était sain d'esprit, sain de corps. Voilà quoi. Enfin, je continue. Hein. Enfin, il est censé s'être pendu avec une corde en chanvre ne résistant pas au poids. Effectivement, on retrouve l'homme à terre avec la corde brisée, parce qu'elle ne supporte pas le poids d'un homme. En conséquence, il n'a pas pu se suicider par ce moyen, parce que c'est la corde sèche, quoi. Intervient alors la méthode pour construire rapidement un mur de dissimulation dont le secret défense ne sera qu'une brique. Le corps est rapidement évacué. Selon la famille, l'objectif a été de bâcler l'examen du corps afin d'éviter un scandale interne à l'armée française. De plus, le prédécesseur de M. Rigaud, cet homme, Maître Edo, avait lui aussi marre de la vie et passé par-dessus d'un pont. Les militaires, les assassins, sur mon service action de la DGSE, ils l'ont jeté du pont, quoi. Dans une caserne militaire, ils ont dit qu'il s'est suicidé. Ça fait le deuxième ingénieur qui travaille sur le même sous-marin qui est mort, quoi. Assassiné par l'armée, quoi. De plus, alors selon lui, il s'agit, donc c'est l'avocat qui parle, hein. Alors selon lui, il s'agit d'un assassinat maquillé. André Rigaud aurait été exécuté parce qu'il avait mis au point des formules censées garantir cuir et poil au sous-marin d'être indétectable. Or, le jour de sa mort, l'homme disparaît à l'heure du déjeuner pendant 2 heures ou 3 heures. Il aurait rencontré des gens extérieurs sur le parking, quoi. Alors, est-ce que c'est anodin? Sans doute pas. Alors la DST, qui est l'ancêtre de la DGSI, n'y s'y est pas trompé, qui a fouillé son ordinateur, ils ont fouillé sa voiture et d'autres choses. Tout petit problème, le résultat de cette enquête est couvert par le secret défense. Donc là aussi, on cache la vérité, hein. Comme je vous ai dit, dès qu'il y a le secret défense, il y a abus, dans la majorité des cas. Et ce n'est pas la seule couverture liée au secret défense. L'avocat de la famille réclamait 5 ans avant que le contrat ne fût dénoncé par les Australiens sous la pression des États-Unis, de savoir si les sous-marins sont plus ou moins commandés à l'occasion du marché du siècle. N'utilisez pas des formules mathématiques mises au point par André Rigaud. Il n'obtiendrait pas de déclassification. À ce premier cas de figure classique, opposons un cas de figure complémentaire où le secret défense est utile recto verso. Dans le premier cas, il est utile recto, c'est-à-dire qu'en évitant de dévoiler le contenu, on évite que l'institution soit souillée. Dans le cas présent, il est utile recto lorsqu'il empêche la vérité d'advenir pleinement, donc d'impacter l'armée, mais il est aussi utile verso car il est utilisé pour, grâce à un incroyable retournement de cause à effet d'excuser les fautifs. Voilà donc une histoire triste et sordide de Sébastien Wanké. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a aussi d'autres qui se sont suicidés, hein, mais en vérité assassinés. C'est ce qu'on raconte dans les livres, quoi. Donc, en lisant ce livre, vous allez voir beaucoup de suicidés qui sont malencontreusement assassinés au nom de la magouille, hein. Ça peut être que ça, quoi. Au nom, pour lutter contre la vérité, parce qu'ils ne veulent pas... donc ici, on a un autre matelot, hein, sur un bateau, assassiné malencontreusement aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont assassinés, hein, dans les bateaux, apparemment. Alors, je me rappelle, dans les livres, quand j'ai lu le livre, il y a, je crois, à Toulon, une frégate qui a tiré un missile, et ce missile a atterri sur un bâtiment civil, donc tout le bâtiment a explosé, tous les gens qui étaient dans le bâtiment sont morts, et la justice a envoyé la brigade anticriminalité sur les lieux pour faire les premières... pour faire un premier diagnostic, un premier état des lieux. Et ça a été mis sur l'habilitation secret défense, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, il y a eu des produits chimiques, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais en lisant ce livre, vous allez découvrir beaucoup de magouilles au nom du secret défense, quoi. L'habilitation secret défense. Alors, je vais vous lire la conclusion, on va terminer parce que ce livre est vraiment très, très, très prenant. Comme je vous ai dit, en achetant ce livre, en lisant ce livre, hein, sous format EPUB comme moi, vous découvrirez beaucoup de magouilles, hein. Moi, j'aime bien les magouilles, les histoires d'habilitation secret défense. Maintenant, quand j'entends parler d'habilitation secret défense, je sais que c'est des magouilles. Par exemple, l'armée, je sais que dans le livre, on raconte que ils ont effacé toutes les traces dans les ports français, où le sous-marin, où des navires naviguent, où il y a eu le Bugala à Brest, là, et tout ça, quoi. Donc, je vous ai dit, en lisant ce livre, ça va plus loin que ce qu'on raconte à la télévision, quoi. Alors, je vais raconter les conclusions de l'auteur Pascal Jury, qui est magnifiquement raconté. Je vous ai dit, hein, vous pouvez trouver je vous mettrai des conclusions sur YouTube du secret défense dont l'auteur il parle, quoi. Alors, nous allons lire la page 239. Voilà. Alors, conclusion. Il y a tant d'affaires dont nous aurions pu parler.
ce que nous sommes chafouins de conclure si vite. Certes, nous espérons avoir donné l'aperçu le plus complet possible des principales fonctions officielles du secret défense, des principales raisons pour lesquelles il paraît raisonnable de penser qu'il ne s'en tient pas à ses fonctions officielles, de principales stratégies qui lui permettent de s'émanciper de sa raison d'être, des principaux acolytes qu'il peut solliciter, qu'il doit, avec une modestie touchante, s'incliner. Nous avons tâché de synthétiser au mieux ce qui nous est parvenu depuis les ténèbres compactes du secret défense que nous avons écouté le haut-parleur qui ordonne au soleil de se ranger sa lumière. C'est beau, hein? En dépit du tour d'horizon que nous avons accompli, d'autres affaires continuent de nous turlupiner. Parce que nous avons été étonnés, presque au sens étymologique du terme, de les avoir frappés par le secret. Parce que nous n'avons pas compris, ou républicains que nous sommes, pas voulu comprendre la non-déclassification des archives les concernant. Parce que devant l'évidence de la dichotomie entre raison et prétexte, nous nous sommes émus de ce qu'un pays aussi donneur de leçons sur la démocratie et les droits de l'homme foule aux pieds avec constance et en toute impunité les droits élémentaires des citoyens pour lesquels l'égalité devant la loi qui figure au fronton de nos mairies. Où est l'égalité quand, par le miracle des assassinats ciblés, des opposants politiques disparaissent et l'affaire est classée secret défense? Où est l'égalité quand, en accord avec un candidat à la présidentielle de la République, de hauts fonctionnaires formant des rétrocommissions pour financer sa campagne et l'affaire est classée secret défense? Où est l'égalité quand une erreur militaire tue des citoyens? Et l'affaire est classée secret défense? Où est l'égalité quand les arrangements diplomatiques empêchant tout jugement, puisque l'affaire est classée secret défense? Où est l'égalité quand et quelques dignitaires imposent des mesures sanitaires au nom d'un conseil de défense fantoche réclamant sur ses activités la pleine bénédiction du secret défense? Quand nous l'avons interrogé à ce sujet, Bernard Badier, professeur émérite de l'Université des études politiques à Paris et chercheur enseignant associé au Centre d'études et de recherche internationale, était sans illusion. Le secret défense est un cadeau de l'histoire aux hommes politiques. Il est heureux que le secret tombe en désuétude. Aujourd'hui, le peuple aspire à plus de vérité. Dans son optimisme, il affirmait que la légitimité des secrets n'existe plus, car notre représentation du monde a évolué. Lui demande-t-on qui gouverne vraiment? Il sourit. Vous me parlez de gouvernement ou de secret défense? La réponse est dans la question. Il est évident que l'armée garde une grande influence. En complément, quand est le rôle joué par la pensée politique, modeler et fabriquer des éléments de langage structure cette pensée unique. La France est malade du grand renfermement, malade des vieilles puissances. Et le secret défense pose problème car il contribue à creuser le fossé entre le peuple et la microclasse des hommes politiques de stature nationale. Nous n'en saurions mieux dire. Donc voilà la conclusion. Elle est belle, elle est magnifiquement racontée. Et je vous ai dit, achetez le livre, ça va vous plaire. Croyez-moi, je l'ai lu. C'est que des magouilles, des bavures, police, justice, classées sous le secret défense. En fait, le secret défense, c'est comme une carte. Voilà, j'ai la carte, je mets le secret défense sur un fait divers. Ni police, ni justice, ni juge, ni journaliste ne peuvent prendre connaissance des faits. Parce qu'il y a des abus. Bon, bien sûr que le secret défense doit exister, mais pas pour des abus, pas pour des magouilles financières, pas pour des marchés publics, pas pour couvrir la corruption des entreprises, avec des militaires. Vous voyez, il y a des gens, il y a des abus. Et il faudrait qu'il y ait un contre-pouvoir qu'il ne soit plus jamais 10 personnes au secrétaire général de la Défense qui manipulent les enquêtes, qui habilitent des faits divers, qui maquillent en habilitation. Il faudrait que le Parlement, des députés, aient accès à l'information et décident d'un commun accord, oui, pour protéger l'État contre des États totalitaires ou des concurrents des autres États. Bien sûr qu'il doit y avoir la force publique doit agir à l'extérieur du pays et à l'intérieur, mais pas pour magouiller. C'est triste, mais voilà quoi. J'ai appris beaucoup de choses en tant que citoyen français sur ce livre. Voilà, moi j'ai tout raconté. Alors une petite chose aussi qu'on peut dire, quand il y a déclassification, vous voyez des guignols à la télévision, on dit voilà, on a déclassifié les documents, mais ils ne vous disent pas que tout est caviardé. Caviardé, ça veut dire qu'avec un feutre noir, hop, des pages entières, hein, comme dans l'affaire JFK, sont caviardées pour pas que le public ait connaissance de la vérité, quoi. Donc, voilà, moi j'ai fini, hein. J'ai raconté le livre, j'espère que ça vous a plu, ça vous incitera à acheter le livre. C'est un livre,
créé par Pascal Jourry, un journaliste indépendant, qui a fait vraiment un travail de fond, hein, de pensée, hein, en interviewant des avocats, des victimes, des députés, pour ou contre. Hein. Donc il n'a pas pris que le pour. Très très bien raconté, mieux que moi en vidéo, quoi. Moi j'ai aimé parce que c'est vraiment informatif pour des jeunes comme moi ou comme les autres, pour monsieur et madame tout le monde, pour les novices, comprendre en quoi il est question quand on parle d'habilitation, de secret défense, de documents, tout ça. Disclose, des journalistes là, ils ont enquêté sur les avions en Égypte qui bombardaient des citoyens au nom de l'armée. Au nom de l'armée égyptienne, hein, des sociétés qui louent des avions à l'armée égyptienne, hein, donc ils bombardent des citoyens dans le désert, des assassinats qui ont été commis, des ventes d'armes à des dictateurs, classés sous l'habilitation secret défense, ils ont dénoncé tout ça, et ils ont été arrêtés par la DGSI, des journalistes, et on leur fait des procès, alors que c'est le travail journaliste. Pour le public, c'est légitime qu'ils font ce travail, mais la justice, le pouvoir politique n'aime pas qu'on rentre dans leur magouille, dans les marchés publics. On aide des dictateurs, le général là, Sisi là, qui a fait un coup d'État en Égypte, on l'aide à tuer les civils avec des armes françaises, des avions, des capacités de surveillance françaises, des sociétés françaises. Donc, mettre des journalistes en prison, leur faire des procès, non, c'est pas bien. Ça ne devrait pas exister en France, chez nous. Ce qui devrait exister, c'est protéger les journalistes, protéger leurs sources, parce qu'il faut un travail informatif. Il faut qu'il y ait une balance, une contrebalance contre ceux au sein de l'État qui promeut le mal, qui vendent des armes à des États dictateurs, des États totalitaires. Alors vous allez me dire, si on ne vend pas les armes, on ne fait pas travailler les gens, un autre État le fait, ben laissez les autres. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas vendre des armes aux dictateurs, parce que vous savez que c'est le mal. Quand vous aidez le mal à gouverner, à faire du commerce, il devient de plus en plus mal, cet État, parce qu'il est gouverné par le diable. Et le diable, il va aider les autres diables, et puis ça va se retourner contre la démocratie. Et puis c'est nous qui allons payer au final la note, ce qui se passe actuellement. Voilà, donc moi j'ai fini, je retiens ça de l'histoire, qu'il ne faut pas aider les dictateurs, qu'il ne faut pas aider les gens qui font le mal, qui assassinent les gens sous le secret de l'habitation défense. Voilà, à bientôt.